Bonsoir à tous les voyageurs de la nuit, bonsoir aux insomniaques, aux zappeurs, à tous ceux qui sont fans de l'émission, à tous ceux qui aiment la littérature. Bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Cette émission est faite pour vous. Donc je suis très heureuse de poursuivre cette nuit encore la lecture des Travailleurs de la mer, un roman de Victor Hugo qu'il a écrit en 1866 sur l'île de Guernesey. Et vous allez voir, ce roman est une dédicace, est une ode à cette île, car Victor Hugo l'a aimé passionnément. Il l'a tellement aimé que nous venons déjà de passer 3 émissions à lire la première partie du roman, c'est-à-dire même carrément toute l'introduction, qui s'intitule L'archipel de la Manche, où il fait une description absolument magnifique de toute l'île. Et je trouve ça assez bien parce que ça situe vraiment le décor, c'est-à-dire qu'il nous parle de ses habitants, des coutumes, de la démographie, de l'architecture, des coutumes, des légendes, de l'histoire, de tout ce qui peut nous être utile pour bien comprendre le décor dans lequel il place son roman. Donc je vous invite pour ça, si vous avez manqué le début, à aller sur le site internet de l'émission pour revoir les replays, bien entendu. Alors pour ça, vous allez sur le site de D8, vous tapez replay Voyage au bout de la nuit, vous tombez dessus et comme ça vous pouvez réécouter. C'est très très bien, même si vous aimez l'histoire, je vous engage vivement à aller réécouter ces passages parce que c'est vraiment très très intéressant. Et du coup, vous pouvez également partager, pourquoi pas, ces lectures si vous les avez aimées ou en tout cas en parler grâce au hashtag VBN qui s'affiche juste ici en bas de votre écran. VBN pour Voyage au bout de la nuit, bien entendu. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est présent, l'émission est présente et les lecteurs et les lectrices sont également présents. Donc on peut tenter de répondre à vos questions et on peut tenter d'écouter vos suggestions aussi. C'est pas impossible. Je vais reprendre la lecture là où je me suis arrêtée. Donc si vous avez manqué les autres émissions, aucun problème puisque je viens juste de commencer en fait le cœur de l'intrigue et du roman. J'en suis donc au livre premier qui s'intitule « De quoi se compose une mauvaise réputation ?» et j'en suis littéralement à la page 2. Donc vous n'avez absolument rien perdu. Pour l'instant, on nous explique qu'il y a un type qui s'appelle Gilliatt et que Gilliatt, il habite la paroisse de Saint-Sampson sur l'île de Guernesey et que pour l'instant, Gilliatt, il n'est pas très aimé et qu'il y a des raisons pour ça. Donc on va voir lesquelles. Je vous propose de voir lesquelles avec moi en se replongeant tout de suite dans la lecture. Allez, très très bon voyage à vous. Il arrive quelquefois à Jersey ou à Guernesey qu'à la campagne, à la ville même, passant dans quelques coins déserts ou dans quelques rues pleines d'habitants, vous rencontrez une maison dont l'entrée est barricadée. Le houx obstrue la porte, on ne sait quel hideux emplâtre de planches clouées bouche les fenêtres du rez-de-chaussée, les fenêtres des étages supérieurs sont à la fois fermées et ouvertes, tous les châssis sont verrouillés, mais tous les carreaux sont cassés. Alors, s'il y a un bail, en normand, j'ai une petite note, c'est une forteresse, c'est-à-dire s'il y a une forteresse, une cour, eh bien l'herbe y pousse, le parapet d'enceinte s'écroule, s'il y a un jardin, il est ortie, ronce et ciguë. Et l'on peut y épier les insectes rares. Les cheminées se crevassent, le toit s'effondre, ce qu'on voit du dedans des chambres est démantelé. Le bois est pourri, la pierre est moisie. Il y a au mur du papier qui se décolle. Vous pouvez y étudier les vieilles modes du papier peint, les griffons de l'Empire, les draperies en croissant du directoire, les balustres et les cipes. Les cipes, si vous ne savez pas ce que c'est, comme moi, il y a une petite note, c'est des demi-colonnes sans chapiteaux. Voilà, c'est quand même technique. Les cipes de Louis XVI. L'épaississement des toiles pleines de mouches indique la paix profonde des araignées. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une araignée, non, je plaisante. Alors, quelquefois, on aperçoit un pot cassé sur une planche. C'est là une maison visionnée. Le diable, il vient la nuit. La main, comme l'homme, peut devenir cadavre. Il suffit d'une superstition et elle meurt. Alors, elle est terrible. Ces maisons mortes ne sont point rares dans les îles de la Manche. Les populations campagnardes et maritimes ne sont pas tranquilles à l'endroit du diable. Celles de la Manche, archipel anglais et littoral français, ont sur lui des notions très précises. Le diable les a envoyés par toute la terre. Il est certain que Belphégor est ambassadeur des enfers en France, Huctin en Italie, Bélial en Turquie, Tammuz en Espagne, Martinet en Suisse et Mammon en Angleterre. Satan est un empereur comme un autre.
Satan César, sa maison est très bien montée. Dagon est grand panetier. Succor Bénote est chef des eunuques. Asmodée, banquier des jeux. Cobal, directeur du théâtre. Et Verdelais, grand maître des cérémonies. Nibas est bouffon. Vierus, homme savant, bon strigologue et démonographe, bien renseigné, appelle Nibas le grand parodiste. Les pêcheurs de la Manche ont bien des précautions à prendre quand ils sont en mer, à cause des illusions que le diable fait. On a longtemps cru que Saint-Maclou, non, ce n'est pas un magasin de moquettes, on a longtemps cru que Saint-Maclou habitait le gros clocher carré Ortac, qui est au large entre Aurigny et les Casquets. Et beaucoup de vieux matelots, autrefois, affirmaient l'y avoir très souvent vu de loin, assis et lisant dans un livre. Aussi, les marins de passage faisaient-ils force génuflexion devant le rocher Ortac, jusqu'au jour où la fable s'est dissipée et a fait place à la vérité. On a découvert et l'on sait aujourd'hui que ceux qui habitent le rocher Ortac, ce n'est pas un saint, mais un diable. Ce diable, un nommé Jocmus, avait eu la malice de se faire passer pendant plusieurs siècles pour Saint Maclou. Au reste, l'Église elle-même tombe dans ses méprises. Les diables Raguel, Oribel et Tobiel ont été saints jusqu'en 745, où le pape Zacharie, les ayant flairés, les mit dehors. Pour faire de ces expulsions, qui sont certes très utiles, il faut beaucoup se connaître en diable. Les anciens du pays racontent, mais ces faits-là appartiennent au passé, que la population catholique de l'archipel normand a été autrefois, bien malgré elle, plus en communication encore avec le démon que la population huguenote. Et pourquoi nous l'ignorons? Ce qui est certain, c'est que cette minorité fut jadis fort ennuyée par le diable. Il avait pris les catholiques en affection et cherchait à les fréquenter, ce qui donnait à croire que le diable est plutôt catholique et protestant, une des plus insupportables familiarités. C'était de faire des visites nocturnes aux lits conjugaux catholiques, au moment où le mari était endormi tout à fait et la femme à moitié. De là des méprises. Patouillet pensait que Voltaire était né de cette façon. Cela n'a rien d'invraisemblable. Ce cas du reste est parfaitement connu et décrit dans les formulaires d'exorcisme. Quoi qu'il en soit, cette survenue possible du démon, la nuit, quand on n'y voit pas clair, quand on dort, embarrassait beaucoup les femmes orthodoxes. Mais donner naissance à un Voltaire n'a rien d'agréable. Une d'elles, inquiète, consulta son confesseur sur le moyen d'éclaircir à temps ce quiproquo. Le confesseur répondit: « Pour vous assurer si vous avez affaire au diable ou à votre mari, tâtez le front. Si vous trouvez des cornes, vous serez sûr. »« Bien de quoi ?» demanda la femme. La maison qu'habitait Gilliatt a été visionnée et ne l'était plus. Elle n'en était que plus suspecte. Personne n'ignore que lorsqu'un sorcier s'installe dans un logis hanté, le diable juge le logis suffisamment tenu et fait au sorcier la politesse de n'y plus venir à moins d'être appelé comme le médecin. Cette maison se nommait le but de la rue. Voilà, il y a une petite note qui dit que cette annonce, en fait, elle a vraiment été publiée à Jersey en 1855 et qu'elle proposait à la location une maison appelée ainsi. Et l'habiter, c'est habiter tout près, mais ici, plus près encore de la mer. Donc c'est véridique. Donc cette maison se nommait le but de la rue. Elle était située à la pointe d'une langue de terre, ou plutôt de roche, qui faisait un petit mouillage à part dans la crique de Houmet-Paradis. Il y a là une eau profonde. Cette maison était toute seule sur cette pointe presque hors de l'île, avec juste assez de terre pour un petit jardin. Les hautes marais noyaient quelquefois le jardin entre le port de Saint-Sampson et la crique de Houmet-Paradis. Il y a la grosse colline qui surmonte le bloc de Tours et de Lierre, appelé le château du Val ou de l'Archange, en sorte que Saint-Sampson, on ne voyait pas le but de la rue. Ce n'est moins rare qu'un sorcier de Guernesey. Ils exercent leur profession dans certaines paroisses et le XIXe siècle n'y fait rien. Ils ont des pratiques véritablement criminelles. Ils font bouillir de l'or, ils cueillent des herbes à minuit, ils regardent de travers les bestiaux des gens. On les consulte, ils se font apporter dans des bouteilles de l'eau des malades. On les entend rire à demi-voix. L'eau paraît bien triste. L'an 2, un jour, en mars 1857, a constaté dans l'eau d'un malade 7 diables. Ils sont redoutés et redoutables. Un d'eux a récemment ensorcelé un boulanger, ainsi que son four. Un autre a la scélératesse de cacheter et sceller avec le plus grand soin des enveloppes, où il n'y a rien dedans.
Un autre va jusqu'à avoir dans sa maison, sur une planche, 3 bouteilles, étiquetées B. Ces faits monstrueux sont constatés. Quelques sorciers sont complaisants et pour 2 ou 3 guinées prennent vos maladies. Alors ils se roulent sur leur lit en poussant des cris. Pendant qu'ils se tordent, vous dites « Bah tiens, je n'ai plus rien ». D'autres vous guérissent et tous les mots en vous, nouant un mouchoir autour du corps, moyen si simple qu'on s'étonne que personne ne s'en soit encore avisé. Au siècle dernier, la cour royale de Guernsey les mettait sur un tas de fagots et les brûlait vifs. De nos jours, elle les condamne à 8 semaines de prison, 4 semaines au pain et à l'eau et 4 semaines au secret, alternant. Le dernier brûlement de sorciers à Guernesey a eu lieu en 1647. La ville avait utilisé pour cela une de ses places, le carrefour du Bordage. Le carrefour du Bordage avait brûlé 11 sorciers. En général, c'est coupable avoué, on les aidait à l'aveu au moyen de la torture. Le carrefour du Bordage a rendu d'autres services encore à la société et à la religion. On y a brûlé les hérétiques. Sous Marie Tudor, on y brûla entre autres Huguenot, une mère et ses 2 filles. Cette mère s'appelait Pérotine Massy. Une des filles était grosse, elle accoucha dans la braise du bûcher. La chronique dit « son ventre éclata », charmant. Il sortit de ce ventre un enfant vivant, le nouveau-né roula hors de la fournaise, un nommé Housse le ramassa, le bailli Hélier Gosselin, bon catholique, fit rejeter l'enfant dans le feu. C'est absolument charmant. Et on continue avec le chapitre 3, « Pour ta femme quand tu te marieras ». Revenons à Gilliatt. On contait dans le pays qu'une femme, qui avait avec elle un petit enfant, était venue vers la fin de la Révolution habiter Guernesey. Elle était anglaise, à moins qu'elle ne fût française. Bon, elle avait un nom quelconque, dont la prononciation guernesiaise et l'orthographe paysanne avaient fait Gilliatt. Gilliatt, on ne sait pas. Elle vivait seule avec cet enfant qui était pour elle, selon les uns un neveu, selon les autres un fils, selon les autres un petit-fils, selon les autres rien du tout. Elle avait un peu d'argent, de quoi vivre, pauvrement. Elle avait acheté une pièce de prêt à la Sergentée et une jaunière à la Roque-Crespel, près de Roqueine. La maison du but de la rue était, à cette époque, visionnée. Depuis plus de 30 ans, on ne l'habitait plus. Outre les bruits nocturnes et les lueurs, cette maison avait cela de particulièrement effrayant que si on y laissait le soir sur la cheminée une pelote de laine, des aiguilles et une pleine assiette de soupe, on trouvait le lendemain matin la soupe mangée, l'assiette vide et une paire de mitaines tricotées. On offrait cette masure à vendre avec le démon qui était dedans pour quelques livres sterling. Cette femme l'acheta, évidemment tentée par le diable ou par le bon marché. Elle fit plus que l'acheter, elle s'y logea, elle et son enfant, et à partir de ce moment, la maison s'apaisa. Cette maison a ce qu'elle veut, disent les gens du pays. Le visionnement cessa. On n'y entendit plus de cris au point du jour. Il n'y eut plus d'autre lumière que le suif allumé le soir par la bonne femme. Chandelle de sorcière vaut torche du diable. Cette explication satisfit le public. Cette femme tirait parti de quelques vergers de terre qu'elle avait. Elle avait une bonne vache à beurre jaune. Elle récoltait des mousettes blanches, des caboches et des pommes de terre Golden Drops. Elle vendait tout comme une autre. Des panais par tonneaux, des oignons par le cent et des fèves par le dernel. Elle n'allait pas au marché, mais faisait vendre sa récolte par Gilbert Fayot aux abreuveurs Saint-Sampson. Le registre de Fayot constate qu'il vendit pour elle une fois jusqu'à 12 boisseaux de patates, dites 3 mois, des plus temprunes. La maison avait été chétivement réparée, assez pour y vivre. Il ne pleuvait dans les chambres que par les très gros temps. Elle se composait d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. Le rez-de-chaussée était partagé en 3 salles, 2 où l'on couchait, une où l'on mangeait. On montait au grenier par une échelle. La femme faisait la cuisine et montrait à lire à l'enfant. Elle n'allait point aux églises, ce qui fit que tout bien considéré, on la déclara française. N'allait à aucune place. C'est grave. En somme, et c'étaient des gens que rien ne prouvait. Française, il est probable qu'elle l'était. Les volcans lancent des pierres et les révolutions des hommes. Des familles sont ainsi envoyées à de grandes distances des destinées, sont dépaysées, des groupes sont dispersés et s'émiettent. Des gens tombent des nues. Ceux-ci en Allemagne, ceux-là en Angleterre, ceux-là en Amérique. Ils étonnent, c'est les naturels du pays. D'où viennent ces inconnus? C'est ce Vésuve qui fume là-bas
qui les a expectorés? On donne des noms à ces aérolites, à ces individus expulsés et perdus, à ces éliminés du sort. On les appelle émigrés, réfugiés, aventuriers. S'ils restent, on les tolère. S'ils s'en vont, on est content. Quelquefois, ce sont des êtres absolument inoffensifs, étrangers, les femmes du moins, aux événements qui les ont chassés, n'ayant ni haine ni colère, projectiles sans le vouloir, très étonnés. Ils reprennent racine comme ils peuvent. Ils ne faisaient rien à personne et ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. J'ai vu une pauvre touffe d'herbe lancée éperdument en l'air par une explosion de mine. La Révolution française, plus que toute autre explosion, a eu de ces jets lointains. La femme qu'à Guernesey on appelait la Gilliatt était peut-être cette touffe d'herbe-là. La femme vieillit, l'enfant grandit, il vivait seul, et éviter, il se suffisait. Louve et louveteau se pourlèchent. Ceci est encore une des formules que leur appliqua la bienveillance environnante. L'enfant devint un adolescent, l'adolescent devint un homme. Et alors, les vieilles écorces de la vie devant toujours tomber, la mère mourut. Elle lui laissa le pré de la Sergentée, la jaunière de la Roque-Crespel, la maison du but de la rue, plus, dit l'inventaire officiel, 100 guinées d'or dans le pis d'une coche, c'est-à-dire dans le pied d'un bas. La maison était suffisamment meublée de 2 coffres de chêne, de 2 lits, de 6 chaises et d'une table, avec ce qu'il faut d'ustensiles. Sur une planche, il y avait quelques livres, et dans un coin, une malle pas du tout mystérieuse qui dut être ouverte pour l'inventaire. Cette malle était en cuir fauve, à arabesque, de clous et de cuivre, et d'étoiles d'étain. On contenait un trousseau de femmes neuf et complet, en belle toile de fil de Dunkerque, chemise et jupe, plus des robes de soie en pièces, avec un papier où on lisait ceci écrit de la main de la morte, « Pour ta femme, quand tu te marieras ». Cette mort fut pour le survivant un accablement. Il était sauvage, il devint farouche. Le désert s'acheva autour de lui. Ce n'était que l'isolement, ce fut le vide. Tant qu'on est deux, la vie est possible. Seul, il semble qu'on ne pourra plus la traîner. On renonce à tirer, c'est la première forme du désespoir. Plus tard, on comprend que le devoir est une série d'acceptations. On regarde la mort, on regarde la vie, et l'on consent. Mais c'est un consentement qui saigne. Gilliatt, étant jeune, sa plaie se cicatrisa. À cet âge, les chairs du cœur reprennent. Sa tristesse, effacée peu à peu, se mêla autour de lui à la nature. Il devint une sorte de charme, attira vers les choses et loin des hommes, et amalgama de plus en plus cette âme à la solitude. Chapitre 4. Impopularité. Gilliatt, nous l'avons dit, n'était pas aimé dans la paroisse. Rien de plus naturel que cette antipathie. Les motifs abondaient. D'abord, on vient de l'expliquer, la maison qu'il habitait. Ensuite, son origine. Et qu'est-ce que c'était que cette femme et pourquoi cet enfant? Les gens des pays n'aiment pas qu'il y ait des énigmes sur les étrangers. Ensuite, son vêtement, qui était d'un ouvrier, tandis qu'il avait, quoique pas riche, de quoi vivre sans rien faire. Ensuite, son jardin, qu'il réussissait à cultiver et d'où il tirait des pommes de terre malgré les coups d'équinoxe. Ensuite, de gros livres qu'il avait sur une planche et où il lisait. D'autres raisons encore. D'où vient qu'il vivait solitaire? Le but de la rue était une sorte de lazaret. On tenait Gilliatt en quarantaine, c'est pourquoi il était tout simple qu'on s'étonna de son isolement et qu'on le rendit responsable de la solitude qu'on faisait autour de lui. Le lazaret, c'était en général une maison ou un hôpital où on enfermait les gens qui étaient malades de la peste ou de maladies contagieuses. Et si on veut pousser même plus loin, il y a même Jack White, qui est un musicien génial, qui a fait un album qui s'appelle Lazaretto. Voilà, et c'est en référence à ces maisons qu'on appelait des maisons un peu de désinfection. Je referme la parenthèse et on continue. Il n'allait jamais à la chapelle. Il sortait souvent la nuit, il parlait aux sorciers. Une fois, on l'avait vu assis dans l'herbe d'un air étonné. Il hantait le dolmen de l'Ancresse et les pierrefaits qui sont dans la campagne çà et là. On croyait être sûr de l'avoir vu saluer poliment la roque qui chante. Il achevait tous les oiseaux qu'on lui apportait et les mettait en liberté. Il était honnête aux personnes bourgeoises dans les rues de Saint-Sampson, mais faisait volontiers un détour pour n'y point passer. Il pêchait souvent et revenait toujours avec du poisson. Il travaillait à son jardin le dimanche. Il avait un buck-pipe acheté par lui à des soldats écossais de passage à Guernesey et dont il jouait dans les rochers au bord de la mer, à la nuit tombante. Il faisait des gestes comme un semeur.
Que voulez-vous qu'un pays devienne avec un homme comme cela? Quant aux livres, qui venaient de la femme morte et où il lisait, ils étaient inquiétants. Le révérend Jacquemin Hérode, recteur de Saint-Sampson, quand il était entré dans la maison pour l'enterrement de la femme, avait lu au dos de ses livres les titres que voici. Dictionnaire de Rosier, Candide par Voltaire. Avis au peuple sur sa santé par Tissot. Un gentilhomme français émigré retiré à Saint-Sampson avait dit « Ce doit être le Tissot qui a porté la tête de la princesse de Lamballe ». Le révérend avait remarqué sur un de ses livres ce titre véritablement bourru et menaçant. De rue Barbaro. Bon, disons-le pourtant, l'ouvrage étant, comme le titre l'indique, écrit en latin, il était douteux que Gilliatt, qui ne savait pas le latin, lût ce livre. Mais ce sont précisément les livres qu'un homme ne lit pas qui l'accusent le plus. L'Inquisition d'Espagne a jugé ce point et l'a mis hors de doute. Du reste, ce n'était autre chose que le traité du docteur Tilindus sur la rhubarbe, publié en Allemagne en 1679. On n'était pas sûr que Gilliatt ne fit pas des charmes, des filtres et des bouilleries. Il avait des fioles, alors pourquoi allait-il se promener le soir et quelquefois jusqu'à minuit dans les falaises? Évidemment pour causer avec les mauvaises gens qui sont la nuit au bord de la mer dans de la fumée. Une fois, il avait aidé la sorcière de Torteval à désembourber son chariot, une vieille, nommée Moutongaï. À un recensement qui s'était fait dans l'île, interrogé sur sa profession, il avait répondu « Pêcheur quand il y a du poisson à prendre ». Mettez-vous à la place des gens. On n'aime pas ces réponses-là. La pauvreté et la richesse sont de comparaison. Gilliatt avait des champs et une maison, et comparé à ceux qui n'ont rien du tout, il n'était pas pauvre. Un jour, pour l'éprouver, et peut-être aussi pour lui faire une avance, car il y a des femmes qui épouseraient le diable riche, une fille dit à Gilliatt « Quand donc prendrez-vous votre femme ?» Il répondit « Je prendrai femme quand la roque qui chante prendra homme. » Cette roque qui chante est une grande pierre plantée droite dans un courtil proche Monsieur Lémésurier de Fry. Cette pierre est fort à surveiller. On ne sait ce qu'elle fait là. On y entend chanter un coq qu'on ne voit pas, chose extrêmement désagréable. Ensuite, il est avéré qu'elle a été mise dans ce courtil par les sargoussets, qui sont la même chose que les cygnes. La nuit, quand il tonne, si l'on voit des hommes voler dans le rouge des nuées et dans le tremblement de l'air, ce sont les sargoussets. Une femme qui demeure au Grand Miel les connaît. Un soir qu'il y avait des sargoussets dans un carrefour, cette femme cria à un charretier qui ne savait quelle route prendre « Demandez-leur votre chemin! Ce sont des gens bienfaisants, ce sont des gens bien civils à diviser le monde. » Il y a gros à parier que cette femme est une sorcière. Le judicieux et savant roi Jacques Ier faisait bouillir toutes vives les femmes de cette espèce, goûter le bouillon, et au goût du bouillon disait « C'était une sorcière » ou « Ce n'en était pas une ». Il est à regretter que les rois d'aujourd'hui n'aient plus de ces talents-là, qui faisaient comprendre l'utilité de l'institution. Gilliatt, non sans de sérieux motifs, vivait en odeur de sorcellerie. Dans un orage à minuit, Gilliatt étant seul en mer dans une barque du côté de la Sommeuse, on l'entendit demander « Y a-t-il du rang pour passer ?» Une voix cria du haut des roches « Voir, hardi !» À qui parlait-il, si ce n'est à quelqu'un qui lui répondait? Cela nous semble une preuve. Dans une autre soirée d'orage, si noire qu'on ne voyait rien, tout près de la Cathieu-Roc, qui est une double rangée de roches où les sorciers, les chèvres et les fasses vont danser le vendredi, on crut être certain de reconnaître la voix de Gilliatt mêlée à l'épouvantable conversation que voici. Mais la conversation, je ne vais pas vous la rapporter tout de suite, parce que c'est déjà l'heure. Donc, il faudra patienter pour l'entendre lors d'une prochaine émission. Merci d'avoir suivi, comme d'habitude, Voyage au bout de la nuit. Merci d'avoir été fidèle jusqu'au bout. Je vous propose de partager avec moi une dernière émission lors d'un prochain voyage, toujours avec les travailleurs de la mer, avant que je passe le flambeau à une autre lectrice. Allez, à très bientôt sur D8. On se retrouve tout à l'heure. Ciao!